Le cercle des experts, ils sont là, les retraites, les négociations de salaire dans les TPE-PME, c'est un peu compliqué évidemment, mais c'est vrai aussi dans les très grandes entreprises. Puis on parlera des personnes handicapées, notamment sur les offres d'emploi. C'est une étude ADECO. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice générale d'Ariséal. Et vous signez beaucoup de tribunes autour de la question de la décision. Absolument. Merci d'être là. Jean-Claude Beaujour est à vos côtés. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Avocat international en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Michel Garrigue, ravi de vous accueillir. Jean-Michel, directeur associé en charge des RHBLB associés et par ailleurs une longue vie au sein des postes de DRH. De DRH, oui. Commençons par cette interview que vous avez évidemment dévorée, cette interview de Olivier Dussopt dans Les Échos. Alors une très très longue interview sur la manière dont on doit réformer les retraites. Alors d'abord, une chose est sûre, si j'ai bien lu son interview, il y aura donc bien réforme des retraites. Oui. On est d'accord. Non, mais vous le dites d'une petite voix. Oui, il y aura une réforme des retraites. On va jouer sur les mots. Le discours d'Olivier Dussopt disant nous sommes parmi les seuls pays qui restons à un âge qui n'a pas été retardé, alors que tous les autres pays sont dans cette situation. On ne peut pas faire autrement que d'aller dans cette voie pour que les comptes ne soient pas trop déséquilibrés. Et maintenir le niveau de pension, parce qu'il le lit. Maintenir le niveau de pension, revaloriser la retraite minimale pour les personnes, je dirais, âgées, pour les seniors, etc. Bon, tout ça, ce sont des, comment dirais-je, des postures qui mettent l'opinion petit à petit dans l'idée que de toute façon, il faudra... des petits cailloux. Il faudra prolonger, allonger la durée de cotisation et sans forcément retarder l'âge de la retraite, qui est vraiment un chiffon rouge pour beaucoup d'organisations syndicales et pour beaucoup de partis politiques, mais en augmentant le nombre de trimestres de cotisation. C'est réglé. Ce qui revient quand même à peu près au même. Je pense qu'on prend un peu les gens pour les imbéciles, parce que pour le coup, en jouant sur les trimestres, on amène facilement quelqu'un à aller jusqu'à 66, 67, Marine Balançard. Donc il y aura bien réforme. Il n'y a plus de doute là-dessus. Mais certains l'évoquaient il y a un mois. On n'était pas sûr qu'il y ait une réforme. Oui, il y a réforme, et il y a des chiffres qui sont intéressants quand même. Il y a un siècle, on travaillait 70% de son temps éveillé. Oui. Aujourd'hui, vous savez combien c'est ? 40 ? 12%. C'est-à-dire qu'on fait 25 ans d'études et on est 25 ans à la retraite. Donc déjà, il y a 50 ans où on ne travaille pas, on n'est pas actif. C'est vrai. Voilà. D'accord. Et donc, c'est mesuré, c'est 12% de notre temps éveillé est passé au travail. Donc il y a urgence, effectivement, à réformer les retraites. Mais j'espère que ça ne va pas accoucher d'une souris, parce que voilà. Et donc, on va pouvoir faire également travailler les seniors, c'est ça ? Nous irons au-delà des 1100 € pour les retraites minimum, et je voulais vous éclairer quand même dans cette interview où il y a le débat des seniors qui est posé sur la manière dont on doit les accompagner le plus longtemps possible au travail. Et deuxième sujet, j'ouvre ce débat, les régimes spéciaux. Là, le gouvernement, franchement, c'est très modérato l'attitude qu'il a. Bien sûr, parce qu'on sait que ce qui a toujours bloqué, c'est surtout les régimes spéciaux, transport, énergie, ce sont dans ces secteurs où on a le plus peur. SNCF, RATP. SNCF, RATP, etc. D'ailleurs, il y a la clause du grand-père qui va s'appliquer, c'est-à-dire que la réforme ne vaudrait que pour les nouveaux arrivants, Absolument. ceux qui entrent. Donc, engagement contractuel tenu à l'égard des plus anciens. C'était la clause d'Édouard Philippe, rappelez-vous. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Alors, le ministre du Travail a aussi dit on tiendra compte de la pénibilité et on fera cela non pas métier par métier, mais il faudra que ce soit une négociation par branche, etc. Pour moi, le vrai sujet, pris globalement, on ne peut pas, ou en tout cas, si on demande de travailler plus longtemps, il faut justement mettre l'accent sur une ou deux choses. La première, c'est les seniors. J'ai entendu que vous avez annoncé cela, mais c'est une taquinerie, comme si c'était en bout de piste, un peu. Et puis il y a les seniors. Non. Il y a surtout les seniors. Les salariés expérimentés, puisqu'on en a parlé souvent. Oui, on en a parlé avec vous. On arrête de dire seniors. C'est l'accompagnement de personnes qui ont plus de 40 ans, parce qu'en gros, dans les entreprises, je parle sous couvert de M. Garrigue, 45. On sait bien qu'en général, on accompagne le développement en gros jusqu'à 40, quand on fait bien jusqu'à 42, 43, 45, et puis après on laisse ces gens tranquilles. Sauf qu'on ne peut pas, on laisse un peu choir. Je ne dis pas qu'on les licencie, parce qu'effectivement, il y a des études qui démontrent que le taux de chômage chez les plus de 60 ans n'est pas, est relativement, je crois, un point en dessous de la moyenne. Il y a des placards, quoi. Voilà. Mais les gens sont au placard. Mentalement, c'est insupportable. En plus, nous avons une catégorie de population qui parfois est pas trop mal formée, a du savoir-faire
et qu'on n'utilise pas. Et donc c'est un vrai souci de compétitivité pour nos entreprises. Pour moi, il y a un vrai travail à faire culturellement à changer les mentalités. Jean-Michel Garrigue, Marine Balançard, faut-il revoir la durée d'indemnisation chômage de 36 mois au-delà de 55 ans? Question posée au ministre, et regardez ce qu'il dit. Certaines entreprises voient en effet cette durée d'indemnisation comme un moyen de se délester, je le cite, de salariés âgés à 3 ans de leur retraite. Cela ne peut plus durer. Mais ce sujet-là, mais il est sur la table depuis un quart de siècle. Mais c'est tout à fait exact. Bien sûr. Je connais même des entreprises qui calculent l'âge de départ des collaborateurs expérimentés en fonction des 36 mois qui leur permettent de faire la jonction avec la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. Et en d'autres termes, c'est faire déporter des problématiques d'assurance vieillesse sur l'assurance chômage. Et sur la collectivité. Marine, ça vous choque? Ça, il faut le réformer, ça. Ça, il faut y toucher. On part, à 66 ans ou 67 ans à la retraite, ça ne peut plus exister. Oui. Donc, il ne faut pas que les entreprises s'en délestent à 56. Je confirme que les collaborateurs même voient une zone de fragilité en entreprise entre 50 et 57 ans. Et à partir du moment où ils sont dans les 36 mois, ils ne se sentent plus en danger. Parce que, quoi qu'il arrive, ils auront leurs 36 mois. Ils ont leur parachute, enfin en tout cas leur sécurité. Je peux vous dire, comme avocat, nous voyons au cabinet des cadres dirigeants, des cadres qui effectivement vous disent, voilà, on me propose, je suis à 3 ans de la retraite, on me propose de partir, comme ça fait la jonction. C'est quelque chose, c'est quasiment établi. C'est quasiment ils ont quel âge? Parce que nous, on nous dit qu'on... excusez-moi, mais... C'est bien obligé. C'est 60, 61, 58 Le pourcentage, c'est que... Parce qu'en fait, ils veulent partir tôt, ces cadres. On peut mettre à la retraite un collaborateur à 70 ans. Ça, c'est la loi. On peut le mettre. C'est-à-dire qu'on peut refuser, un salarié peut refuser de partir jusqu'à 70 ans. À 70 ans, sauf dans la fonction publique où il y a... C'est 60 ans, vous avez tout à fait raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez le taux de personnes qui prennent leur retraite à 70 ans, c'est-à-dire qui basculent d'un emploi à la retraite, il est infime. Personne ne quitte l'entreprise à 70 ans, ou quasiment personne, il y a toujours des accords individuels et ou collectifs qui permettent à des collaborateurs, qu'ils soient cadres ou non cadres, de partir. Alors, ça va être 61 ans, 63 ans, 65 ans. On est loin des 67 évoqués par la réforme. Mais bien sûr. Donc, dans les faits, c'est ça qui est intéressant. On débat d'un sujet, mais qui, dans la réalité de vos quotidiens de chefs d'entreprise et d'acteurs, ne sont pas dans la réalité. Ils ont 61 ans, vos cadres. Mais c'est précisément pour cette raison que je vous ai dit que le vrai sujet, c'est... Comment est-ce qu'on fait passer de 60 à 64 à 65 si on ne change pas les mentalités? Dans la mesure où on ne vous propose plus, à partir de 55 ans, on ne vous propose plus d'emploi, j'ai envie de dire, progressif. On vous dit, voilà, tu vas être chargé de mission de ceci, cela. Président plénipotentiaire, quoi. Oui, on vous explique très bien. Et donc, la première, même des RH, pardonnez-moi, il arrive que les RH disent, tu comprends à l'âge que tu as, tu comprends bien que tu comprends, c'est-à-dire que c'est acquis, c'est tout cela qu'il faut changer, c'est un fait, c'est acquis, tu comprends bien que, et inutile de vous dire que vous dites pas non, vous dites j'ai pas le choix, et j'ai le parachute qui me protège. Donc c'est pour moi, on parle de changement de culture, et c'est pour cette raison qu'il faut regarder comment d'autres font à l'extérieur pour voir comment on accompagne une carrière professionnelle, non pas les seniors, comme je le disais. Un dernier mot, Marine Balançard, parce qu'on va évoquer quand même les augmentations de salaire TPE et PME, c'est la majorité des entreprises en France, mais quand même, il y a quand même un grand malentendu de cette réforme. Juste en un mot, parce qu'on voit bien que les cadres, une grande partie, quand ils sont interrogés, et ils le seront, ont plutôt envie d'arrêter de travailler à 62, 63 pour profiter un peu de la vie. Je mets des guillemets. Et quand même, ce qui est vendu aujourd'hui par le gouvernement, c'est de travailler jusqu'à 67 ans, 65 ans. Ça ne marche pas. Il y a un bug. Mais je ne dirais pas que les cadres ont envie d'arrêter de travailler. Peut-être qu'ils ont envie de plus de liberté. C'est ça, on est d'accord. Je suis d'accord. C'est-à-dire travailler à mi-temps, à 3/4 temps, travailler plus de choses. Ou sur des missions. Sur des missions. Je ne dirais pas qu'ils ont... Au contraire, je crois que l'être humain a envie de servir à quelque chose et a envie de travailler. Mais pas dans le cadre du salariat. Si, aussi. Pas forcément. Si on leur donne plus de liberté. Vous voyez, pas forcément. Et quand on cotise à côté... Je pense que c'est précisément le nœud de cette histoire. À partir du moment où vous considérez que quelqu'un qui a
plus de 50 ans, n'a plus d'avenir dans l'entreprise. Ce qui devient pénible, et c'est pour ça que certains veulent partir, c'est qu'il n'y a plus de sens. Oui, c'est vrai. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, Oui, c'est vrai. y compris des cadres. Vous ne pouvez pas imaginer Ils à sont quel perdus. point vous trouvez des gens qui ont fait HEC, Polytechnique, qui sont en état de grande souffrance au travail. Vous trouvez, moi, De je haut peux niveau, vous dire, ouais. et je parle de cela parce que c'est significatif. On se dit comment vous trouvez de très hauts fonctionnaires qui vous expliquent quand vous sortez dans un grand corps, je ne citerai pas, et qui me disent mais je passe mes journées à faire des petits rapports, je m'ennuie. Que personne ne Donc lit, ouais. il n'y a pas de perspective et donc c'est une souffrance au C'est travail et c'est cela qu'il faut. Si vous souffrez au travail, vous avez envie de partir parce que le drame c'est que ces gens-là parfois quittent et vont monter une activité, vont avoir une activité. J'indique que l'Institut Montaigne, puisqu'il était sur notre plateau, a sorti une étude, alors c'est évidemment une étude approximative, qu'on serait à 200 000 seniors au placard et que ça aurait un coût colossal pour la collectivité. Juste pour compléter, ça c'est un élément qui est sur la table aussi du ministre avec les placardisations. Il y a 300 000 postes vacants. Et 300 000 postes. Voilà. Et un coût de 10 milliards. TPE, PME, vous avez vu ces études qui sortent. Alors, j'allais dire, tous les grands DRH qui viennent sur notre plateau ne proposent pas des augmentations équivalentes à celles de l'inflation. Donc, il faut relativiser. Mais on voit que les TPE, PME, c'est compliqué pour augmenter les salaires. Et qu'en même temps, le salarié fait ses courses quand même de la même manière que tout le monde. Alors, dans une TPE ou une PME, on parlait de sens au travail. Il y a souvent dans les entreprises de petite taille davantage de proximité. Il y a plus fréquemment facilité à trouver du sens au travail dans des petites équipes dirigées par le propriétaire de l'entreprise, des équipes de quelques dizaines ou quelques centaines de collaborateurs, que évidemment dans un service, une filiale ou une branche de grands groupes. La contrepartie de cette situation qui peut apparaître comme plus favorable sur l'aspect sens au travail, c'est que les ressources financières sont souvent beaucoup plus limitées. Et non seulement elles sont plus limitées... Et le patron vous le dit en général. Voilà. Vous dites que je peux pas... Et elles dépendent, surtout dans l'écosystème des grandes entreprises, elles dépendent souvent de donneurs d'ordre pour lesquels vous travaillez de manière très majoritaire. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Dans la région de Toulouse ou dans la région de Bordeaux, il y a énormément de TPE ou de PME ou des ETI éventuellement qui travaillent pour le secteur de l'aéronautique et du spatial et qui ont donc un ou deux ou trois donneurs d'ordre et donc qui dépendent absolument de ce carnet de commandes. Études expert comptable perspective, excusez-moi Marine, il y a quand même des éléments intéressants. Hôtellerie-restauration qui arrive en tête à 5,23, mais ça c'est lié aux négociations d'il y a 6 mois et c'est pas lié à l'inflation, on est d'accord. Et la moyenne est de 3,10 sur le premier semestre 2022, donc largement en dessous de la possibilité de rejoindre l'inflation, quoi. Oui. Eh bien, les TPE sont confrontés à un problème, c'est que pour embaucher des jeunes, il faut payer plus. Donc, quand il y a des nouveaux à recruter, ils les payent plus. C'est un surcoût. Ceux qui sont là, on les maintient comme on peut à 2-3% d'augmentation. Et moi, ce que je vois, c'est des cadres expérimentés, un peu des cadras, eux qui, quand ils changent de travail en ce moment, gagnent 20-25% sur leur salaire. C'est-à-dire qu'il y a une débauche de cadres et c'est là que et puis le marché est mobile. Double l'inflation. Voilà. Donc il y a un marché qui est très tendu sur l'emploi et effectivement les PME n'ont à la fois pas les moyens de payer plus ceux qui sont là et elles doivent mettre le paquet pour recruter à l'extérieur. Et dans certains métiers, je les cite, les métalliers qui sont des métiers très très précis, très pointus, là les chefs d'entreprise TPE, PME qui sont souvent des petits artisans disent je dois aller jusqu'à 8,5-10% d'augmentation si je veux, et c'est ce que dit Marine Malansard, aller les chercher. Qu'est-ce qu'on fait sur ce débat des salaires? Parce que ça touche les grands groupes, ça touche les petites entreprises. C'est la course à l'échalote, mais augmenter les salaires, ça veut dire aussi augmenter les prix en bout de chaîne. Hein. Alors, il y a peut-être, et j'ouvre le débat, peut-être il faudrait accepter que les grands donneurs d'ordre rognent sur leur marge, de manière à permettre aux prestataires en bout de piste d'avoir une facturation un peu plus C'est une belle importante. idée, ça, sur le papier. On est là pour en débattre parce qu'il faut bien trouver une solution. En tout cas, il faut réfléchir à ce que l'on peut faire parce que vous avez effectivement, ce sont toujours les plus fragiles parce qu'on vient de dire que les cadres sub, les gens qui sont à peu près formés, arrivent à faire des bascules à 20-25%, donc ce ne sont pas eux qui sont concernés. Ceux qui sont les plus pénalisés, ce sont ceux qui ont des emplois sinon précaires, du moins en termes de carrière, moins prestigieux, très souvent. Eh bien, c'est sur cela qu'il faut faire porter l'effort parce qu'on en a en plus besoin. Comment voulez-vous faire tourner un restaurant si vous n'avez pas de serveur? Et malgré les 5,35, on voit des restaurants,
ça c'est pas l'étude qui le dit, qui peine. Hein, Mais on est d'accord. Enfin, mais j'en connais beaucoup. ils sont en grande difficulté aujourd'hui, au moment où on se parle, malgré l'augmentation et les négos. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un débat sur le sens même à donner au travail, dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est une révolution qu'il faut faire. Hein. Puis il ne faut pas oublier que le contexte de l'inflation n'est pas le seul problème que rencontrent aujourd'hui les TPE et les PME. Il y a bien sûr un ralentissement de la croissance, puisqu'on est maintenant, on parle même de croissance zéro en ce moment, et puis il y a l'explosion des prix de l'énergie. J'écoutais ce matin en venant à la radio l'interview du directeur de l'usine Toshiba qui est dans le nord de la France et qui racontait que le prix de l'énergie avait été multiplié par 5 en quelques mois. Et donc il dit, nous le problème que nous avons aujourd'hui, un monsieur d'ailleurs dont il disait qu'il avait grandi dans l'usine et qu'il était devenu à la force du poignet le directeur de l'usine, ce qui est évidemment tout à son honneur et à l'honneur des politiques de promotion interne au sein de l'entreprise. Mais il disait, c'est très simple. L'alternative qui s'offrira à l'entreprise qui décidera au Japon de notre sort dans quelques mois, c'est que soit ça se calme et nous pouvons essayer de perdurer, soit ils vont délocaliser la production dans un autre pays, parce qu'il y a des pays dans le monde qui ne souffrent pas de cette augmentation du prix de l'énergie, et il y a un moment où nous ne serons plus du tout compétitifs, et on fermera notre usine au profit d'une usine ailleurs dans le monde. Oui, il y a un effet ciseau, il y a à la fois le prix de l'augmentation de l'énergie qu'il faut vraiment intégrer ou pas, plus les pressions des salariés. Enfin, ça met quand même en difficulté, c'est ce que dit d'ailleurs l'étude aussi, hein, ça met en difficulté certaines TPE, PME qui disent nous... Ils n'ont pas de visibilité. Ouais. On en a parlé pour Duralex. Qui est venu sur le plateau d'ailleurs. Vous avez vu qu'il avait répondu, Marine Balançard, le directeur général du groupe Pirex, qui dirige Duralex, est venu répondre à Marine Balançard sur les propos que vous aviez tenus dans le cercle des experts. Je ne sais pas si vous avez suivi quand même ça. Oui, mais il y a ce sujet de délocalisation. C'est qu'à un moment, on est... Jean-Claude, un dernier mot. Juste un dernier mot, et puis il ne faut pas oublier, parce qu'on tente de pousser derrière le cerveau, qu'on vient de passer 2 ans de Covid, qu'on est dans une transformation développement durable. Vous avez vu par exemple qu'il y a Airbus a vu ses carnets de commandes ralentir fortement. Il faut être très concret. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais toutes les mutations que nous vivons, le contexte ont une incidence aujourd'hui, parce qu'à Toulouse, le secteur aéronautique est en train de commencer à souffrir. Ça, c'est particulier quand même. Le groupe Airbus c'est un cas particulier qui avait toujours été en croissance. Dernier mot. Mais oui, il avait toujours été en croissance. Il a licencié 12 000 collaborateurs. Il en réintègre. Et il en réintègre aujourd'hui des milliers, parce que les carnets de commandes sont à nouveau... on n'est pas aux 12 000, mais on est en train doucement de récupérer. Mais ils ont perdu, ils ont licencié. Pour une région que je connais bien, Toulouse, c'est un manque à gagner, parce qu'il y a tout un écosystème autour. Bien sûr. Et c'est ce dont on souffre les uns et les autres. Merci à vous trois. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Je ne sais pas si on aura des réactions encore comme ça après les propos que vous avez tenus en plateau, parce qu'on vous observe, on vous écoute. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat. Nous n'avons pas parlé des handicapés, des personnes en situation de handicap et des offres d'emploi. On le traitera la prochaine fois, parce que c'est une étude ADECO qui montre une augmentation des offres d'emploi à destination des personnes handicapées qui a bondi de plus 50%. Comme ça, l'info est complète et on en débattra ensemble, parce que ça veut dire quelque chose. Et merci évidemment Jean-Michel Garrigue, cabinet BLB Associé, DRH dans l'âme. On termine avec la gendarmerie qui recrute, campagne de recrutement. Vous l'avez vu à la télévision, c'est des campagnes très modernes, très dynamiques sur la télé et les réseaux sociaux, sur TikTok. Il faut évidemment donner envie à notre jeunesse, femmes et hommes, d'intégrer la gendarmerie nationale. Et on en parle, c'est tout de suite.